Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc réunis pour la deuxième partie de ce congrès. Alors hier, avant cette soirée festive qui, je crois, a tenu toutes ses promesses, eh bien, nous avons longuement débattu sur le thème du plaisir, un plaisir coopératif, communicatif, contagieux, mais un plaisir qui est souvent différé et qui requiert de la méthode, nous ont dit notamment le pédagogue Jim Howden, le psychologue Mathieu Cassotti et le philosophe Roger Poldroy. Alors notre première partie de congrès a été aussi l'occasion de donner la parole au chef étoilé Pascal Favredan, à la grand reporter Sophie Rosenzweig, au directeur de foyer pour jeunes Jérôme Aucordier, au provincial des Salésiens de Don Bosco Daniel Federspiel, ainsi qu'à la navigatrice Maude Fontenoy. On a ainsi entendu parler de plaisir de vérité, de plaisir de dépassement, d'un plaisir consistant à servir les autres et aussi à offrir un avenir à des jeunes cabossés par la vie. Alors ce matin, nous allons changer un petit peu de perspective et aborder la notion de plaisir dans les relations au travail. Et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Nous allons accueillir notre premier intervenant de la matinée. Juriste de formation, il a commencé sa carrière comme journaliste, puis attaché parlementaire, puis il a travaillé chez Leroy Merlin, dont il a notamment dirigé pendant 6 ans, dont il a été DRH de la filiale russe pendant 6 ans. Il a ensuite travaillé à la Massif avant d'occuper le poste qui est le sien aujourd'hui, directeur des ressources humaines de L'Oréal. Notre invité est également vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. Mesdames et messieurs, merci de réserver un accueil chaleureux à Benoît Serre. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes, je l'ai dit, directeur des ressources humaines chez L'Oréal. Un poste qui vous permet d'observer de près les évolutions du monde du travail et d'observer notamment la place qui occupe cette notion de plaisir. Est-ce qu'on peut faire du travail un espace de plaisir? Est-ce qu'on peut faire du plaisir un moyen d'attirer et de fidéliser ses salariés? Peut-on manager par le plaisir? Autant de questions qui seront sans doute au cœur de votre intervention. Votre présentation, je le précise, sera suivie d'une séance de questions-réponses avec la contribution du public. Benoît Serre, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bravo pour vos talents de chanteur. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à chanter qu'à diriger l'établissement. Je suis très heureux d'être ici. J'ai réussi à y arriver. J'ai noté que même les micros se mettaient en grève. Et donc, je racontais ça à mes enfants hier que je venais intervenir ici ce matin. Et ils m'ont dit... c'est quand même pas banal parce que tu vas parler de travail à des chefs d'établissement alors qu'il y a tellement de chefs d'établissement qui t'ont parlé à toi de travail. Donc c'est vrai que c'est une inversion des systèmes. Alors le sujet que je vais essayer de partager avec vous, il est effectivement directement lié d'abord à une notion qui s'est promenée depuis quelques années dans le monde du travail. Et là je parle tout à fait indépendamment de la crise Covid et de ses conséquences. Vous savez qu'à un moment dans les entreprises, je ne sais pas si c'était le cas chez vous, je ne pense pas, mais il y avait une espèce de folie qui consistait à nommer des Chief Happiness Officers, donc en français, des patrons du bonheur au travail. Je vous avoue que j'ai toujours été un tout petit peu interloqué par cette notion, mais surtout, on avait tendance finalement à continuer un espèce de mouvement qui nous amène aujourd'hui sans doute au questionnement du plaisir au travail, et avec ce qui s'est passé dans la crise Covid, avec le fait qu'on est dans un espèce d'univers de polycrise. Si vous regardez ce qui se passe depuis à peu près 1 an ou même un peu plus, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que vous avez un ensemble de problématiques qui sont en train de se poser et qui interrogent les gens. Et tout ça vient se poser après cette fameuse crise pandémique qui, parce qu'elle a bouleversé les organisations de travail de manière temporaire, en France comme dans d'autres pays du monde, elle a poussé, consciemment ou inconsciemment, un certain nombre de personnes à se reposer la question, alors avec cette espèce de mot valise qu'on appelle le sens au travail, mais à se reposer la question non seulement du travail, de comment elles le font, du plaisir qu'elles ont à le faire, de savoir si elles sont heureuses d'y être ou pas d'y être, et surtout
une autre notion qui est apparue depuis quelques mois et qui, elle, interroge beaucoup plus, qui est finalement la place que les gens accordent au travail dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez connaissance de cette enquête qui est assez intéressante, qui est sortie il y a quelques mois et qui montrait que si dans les années 80, les gens considéraient que le travail occupait une place de l'ordre de 70% dans leur vie, aujourd'hui ils estiment que c'est 20%. Donc assez rapidement, quand ce sondage est sorti, cette enquête est sortie, beaucoup de gens en ont conclu que dès lors que les gens considéraient que le travail occupait une place à horizon de 20% dans leur vie, ça veut dire que la valeur travail était remise en cause, que, vous savez, la fameuse intervention sur le droit à la paresse, etc. Ce que je pense profondément faux, en fait. On a juste envoyé un message, le monde du travail, les salariés, les jeunes, les moins jeunes, à peu près tout le monde, envoyé un message en expliquant qu'ils entendaient, compte tenu de ce qu'ils avaient vécu, compte tenu de ce qu'ils vivaient, remettre le travail à sa juste place. Ce n'est pas l'ignorer, ce n'est pas le minorer, c'est juste le remettre à sa juste place. Donc ça, c'est une première notion qui est, après tout, quand on réfléchit au plaisir au travail qu'on a et au plaisir qu'on prend à le faire, la première notion, c'est la place qu'on lui donne. Et bien évidemment, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la notion de bonheur au travail, c'est que la bonheur au travail, c'est la suite logique d'un mouvement qui a démarré dans les années 90 et qui visait à s'intéresser quasiment tout le temps à ce qui entoure le travail, c'est-à-dire les conditions de travail, c'est-à-dire la qualité de vie au travail. Autrement dit, on a beaucoup travaillé et ça a été beaucoup poussé par la législation, par le discours politique, même par le discours syndical d'ailleurs, à part un syndicat dont je vous parlais tout à l'heure, qui a une notion un peu différente, qui était de dire, si on arrive à créer des conditions favorables autour du travail, alors on générera mécaniquement de la motivation, du plaisir au travail ou autre chose de cette nature. Et on s'est rendu compte avec la crise Covid, notamment, que même si les questions de conditions de travail, de qualité de vie au travail étaient importantes, finalement, elles ne généraient pas tant que ça de plaisir au travail ou de surmotivation, parce qu'on avait travaillé autour du travail. Or, le bonheur au travail et le plaisir au travail sont deux notions qui sont radicalement différentes. Je ne vais pas vous faire de la philosophie, mais c'est deux choses qui ne fonctionnent absolument pas pareil dans la tête des gens. La notion de bonheur au travail, c'est celle à laquelle répondent les mesures relatives à ce qui entoure le travail. On l'a fait chez L'Oréal, je l'ai fait dans les entreprises où j'étais, même en Russie, où c'était un peu particulier, dans la mesure où on était convaincu qu'effectivement, en améliorant l'environnement physique, en donnant un certain nombre d'accès, alors vous avez des grandes entreprises qui ont développé des salles de sport, qui ont développé tout un tas de trucs, on s'est dit, si j'entoure le travail d'un espèce de cocon comme ça de bonheur, alors, au centre, les gens seront heureux. Et puis, crise Covid arrive, le confinement est décidé en France, et la France, à cette époque-là, a un taux de télétravailleurs de l'ordre de 3%. Aujourd'hui, on est à peu près à 26 ou 27% de télétravailleurs réguliers. D'ailleurs, on le voit comme une journée aujourd'hui, finalement, ça roule pas si mal. Donc, or, dans d'autres pays, les pays du Nord, de l'Europe par exemple, aux États-Unis, le télétravail était déjà extrêmement développé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout d'un coup, les gens découvrent qu'ils peuvent travailler d'abord dans un autre modèle que celui qui a été conçu et imaginé et développé depuis la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, en résumé le 9h-18h. D'abord, ils découvrent que ça existe, alors que, notamment en Europe de l'Ouest, on était intimement convaincus, ou on se convainquait nous-mêmes, qu'il n'y avait qu'une seule modalité de travail possible, qui était, je le résume en 9h-18h, c'est évidemment pas ça, mais globalement d'aller au bureau et d'en revenir. Et avec le confinement, sous l'effet du protocole, sous l'effet de l'urgence sanitaire, évidemment, on découvre, parce que les entreprises sont pragmatiques, qu'il y a un autre modèle qui finalement fonctionne. Et quand vous regardez les résultats des entreprises en 2021, vous dites qu'après tout, vous n'avez pas eu de dégradation de la productivité. Bon, moi, sur la productivité individuelle, en télétravail ou pas en télétravail,
je pense qu'elle est assez linéaire, pour une raison toute simple, c'est que finalement, ceux qui ne faisaient pas grand-chose quand ils étaient au bureau ne font pas plus grand-chose quand ils sont chez eux. Et ceux qui travaillaient chez eux travaillent au bureau. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est un petit peu... Il est tôt quand même. Hein, mais sur le fond, c'est bien que, quand on vous regardez cette notion, c'est bien que l'environnement de travail n'influe que modérément sur la qualité du travail que les gens font, ou sur leur envie de travailler. Parce qu'ils ont un environnement de travail, pour certains d'entre eux, le télétravail était agréable, pour d'autres, il était beaucoup moins. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que la première période de télétravail, tout le monde disait c'est formidable, les gens sont chez eux, ils sont heureux, ils s'occupent de leurs enfants, enfin, tout est formidable. Ça, c'est la première période, le premier confinement, donc mars-juin 2020. Et donc, on dit, voilà. Mais avec une limite, c'est que d'une certaine manière, la vie professionnelle envahissait un peu la vie privée, ce qui était vrai. Et puis, deuxième phase de confinement ou quasi-confinement, septembre-octobre 2020, tout d'un coup, on découvre que le télétravail présente un certain nombre de défauts. Et que, notamment, vous avez des gens qui le vivent très mal, que la reconnaissance de l'existence du rôle de l'entreprise ou de l'organisation dans la création du lien social, finalement, a une importance considérable. Mais tout ça, ce sont des notions qui ne tiennent pas compte, parce que finalement, ça a moins d'importance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça a moins d'importance que les schémas d'environnement de travail que nous avons créés, selon les tailles d'entreprise, entre la salle de sport, la possibilité de ceci, de cela. Et donc, on découvre, à ce moment-là, et là j'en viens au cœur du sujet, qui est que la notion de travail elle-même, finalement, à l'occasion des différentes politiques d'environnement et de travail, a finalement été oubliée. Qu'on s'est beaucoup trop intéressé à ce qu'il y avait autour, et pas à la manière dont le travail se déroulait lui-même. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, sur lequel je vais revenir. Le deuxième élément, c'est que, bien évidemment, on a découvert des modes de travail alternatifs, ce qui a généré immédiatement d'abord une envie de les faire perdurer. Aujourd'hui, on est, je vous le disais tout à l'heure, à peu près à 26 ou 27% des gens qui peuvent télétravailler de manière régulière, mais en Île-de-France, on est à 40%, ce qui explique d'ailleurs une partie de la bonne circulation pour le moment. 40%, et d'ailleurs on l'a vu, puisque lorsqu'en début d'année 2021, 2022, le gouvernement a demandé à ce qu'on remette du télétravail, sans le forcer vraiment, ça a été extrêmement suivi en Île-de-France et extrêmement peu suivi en région. Tout simplement parce que le principal avantage du télétravail en Île-de-France, c'est d'éviter de prendre la RERC ou la ligne 13. Finalement, c'est ça. Et je le comprends. Donc en revanche, et on l'a vu apparaître dans certaines grandes villes, structurellement, avec des bouchons partout, comme Nantes ou Bordeaux. Ou Lyon. Donc ça, c'est pour ça que la notion de plaisir au travail, elle ne vient pas tellement de cette notion-là. Elle vient du fait qu'il y a deux choses qui doivent être adressées et qui le sont en ce moment, et c'est difficile. Une première, qui est qu'il y a une appétence extrêmement forte à la liberté d'organisation dans le travail. La question, ce n'est pas le télétravail ou pas le télétravail. Le télétravail, ce n'est qu'un moyen. La question qui est posée, c'est est-ce que j'ai de la liberté d'organisation dans mon travail? Autrement dit, est-ce que vous me laissez une sorte de marge de manœuvre pour organiser un équilibre entre mes contraintes personnelles qui ne sont pas stables, mes contraintes professionnelles qui ne le sont pas non plus, et puis mon moment de vie, etc. Alors évidemment, vous pourrez me dire, mais tout ça, ça marche que pour, puisque c'est 26 ou 27%, que pour 26 ou 27% des gens qui ont un travail dit non posté, c'est-à-dire non sur des horaires contraints. Du coup, c'est une question que je me suis posée moi-même, donc je suis allé voir dans les usines ou les centrales de L'Oréal, mais également dans d'autres entreprises qui ont, voire des vendeurs, des gens qui sont à l'horaire, en fait. Et je leur ai posé la question. Est-ce que le télétravail vous manque? Ou est-ce que vous aimeriez avoir du télétravail? Et alors, c'est intéressant de voir, parce que vous vous souvenez qu'à une époque, on avait dit qu'il y avait une sorte de nouvelle génération d'écoles blancs et d'écoles bleues qui apparaissait entre ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient pas. Et quelle a été la réponse de ces gens que j'ai rencontrés, qui m'ont dit, mais pas du tout. Nous, ça nous va très bien, parce qu'on a un modèle d'organisation, je pense notamment aux usines, aux centrales de distribution, ou dans les magasins, où on va faire un 9h, 13h, ou 9h, 14h. Donc ça veut dire que moi, ton système de liberté d'organisation, je l'ai déjà, que ce soit l'après-midi ou le matin. Donc c'est là, ça m'a confirmé, en tout cas dans ma conviction, qui était que ce qui était interrogé,
c'était comment vous me donnez de la liberté d'organisation dans le travail. Et ils sont, ces gens-là, pas candidats à un poste de télétravail. Ça tombe bien, parce que de toute façon, on ne pourrait pas leur en donner. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ceux qui ont un moment été dans un poste sans télétravail, puis sont allés dans un poste avec télétravail, on a énormément de mal à les faire revenir dans le poste télétravail. Donc, premier élément relativement important, le fait que la liberté d'organisation dans le travail devient un des marqueurs de ce que l'individu estime être un élément fondateur de sa qualité de travail ou du plaisir qu'il prend à exercer son travail. Évidemment, ça pose immédiatement une deuxième question, qui est celle du management du travail. Et là encore, la crise Covid et le reste nous donnent pas mal d'enseignements là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y avait le confinement? Vous avez un certain nombre de managers, dits managers soleil, qui se sont révélés extrêmement mauvais, parce qu'ils étaient incapables de maintenir une unité, une cohérence de leurs équipes à distance. Tout simplement parce qu'une partie de leur pouvoir ou de leur autorité venait de leur présence et de leur capacité à être un petit peu au centre du jeu. Évidemment, quand vous êtes sur un écran Teams, vous êtes nettement moins au centre du jeu. Et or, ce profil-là de management, c'est le profil qui a été, en règle générale, le plus poussé et le plus valorisé dans les entreprises. Donc on se retrouvait avec une espèce d'incohérence, avec d'un côté des managers dont on avait pensé qu'ils étaient extrêmement bons, qui se révélaient assez mauvais quand tout d'un coup le modèle se changeait, et de l'autre, des managers qu'on n'avait forcément pas beaucoup valorisés parce qu'ils étaient sans doute plus discrets, sans doute moins soleil, et qui se réveillaient absolument excellents dans la dimension à distance. Évidemment, ça rejoignait une notion qui est apparue depuis longtemps, mais dont on a l'impression de la découvrir, qui est la fameuse importance de ce qu'on appelle en bon français les soft skills, c'est-à-dire la capacité à être plus que la capacité à faire, finalement. Et que cette notion-là, on a vu apparaître, ça a troublé les modèles de management. Ça les a troublés aussi d'une troisième manière, qui était que lorsqu'on était dans cette espèce de modèle un peu hybride d'organisation, le système, alors je ne sais pas si c'est le cas dans vos établissements, mais le système qui consiste à ne pouvoir prendre une décision qu'après avoir fait 8 réunions et 200 PowerPoint, finalement ne marchait plus, puisque ce n'était pas nécessaire, puisqu'on ne pouvait pas le faire, les gens étaient à distance. Donc on n'allait pas faire ça. Et donc on a découvert qu'on pouvait prendre des décisions beaucoup plus rapidement, qu'on était capable de ne pas demander 50 validations pour bouger un crayon, et que finalement le PowerPoint avait moins d'intérêt qu'avant. Vous savez qu'un jour j'ai été interviewé, on me demandait quel était mon rêve de DRH, et j'ai dit, c'est trouver un directeur des services informatiques qui m'explique que PowerPoint ne marche pas. Mais sur le fond, c'était intéressant de voir que les entreprises, sous l'effet de la sidération, du protocole, de ce que vous voulez, ont découvert qu'on pouvait prendre des décisions dans des schémas beaucoup plus simples. Et que ces décisions, des schémas beaucoup plus simples, reposaient juste sur le fait qu'on faisait confiance aux gens. Et qu'on n'était pas obligé de démultiplier par 50 le nombre de points de contrôle, le nombre de vérifications, le nombre de tableaux de bord, le nombre de reporting, etc., etc., que finalement, et on s'est adressé beaucoup à cette époque-là, non pas au management, mais aux experts. Parce qu'évidemment, ils ont une capacité à influer une décision beaucoup plus forte, puisqu'on devait prendre les décisions très très vite. Vous savez, quand le confinement a été décrété, un certain nombre de directeurs généraux se sont retournés vers leur DRH, certains d'ailleurs ont découvert qu'ils en avaient un à cette occasion, et ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des entreprises qui ont découvert qu'elles n'avaient pas de système informatique sécurisé, vous avez des entreprises qui ont découvert que 80% de la salariés n'avaient pas d'ordinateur portable, ce qui fait qu'on ne pouvait pas les mettre à distance, alors qu'on devait les mettre à distance. Donc il y a eu tout un tas de changements comme ça. Mais elles ont surtout découvert qu'on devait décider vite et surtout qu'on pouvait le faire finalement, même dans des grandes entreprises. Et donc cette notion-là, elle est venue interroger quelque chose qui existe malheureusement dans beaucoup d'entreprises et dans des grandes, comme celle dans laquelle je suis, qui est l'hyper-hiérarchisation du système. Autrement dit, des chefs et des sous-chefs à tous les étages. Et une incapacité à faire confiance ou une incapacité à accepter la subsidiarité. Et ces entreprises très hiérarchisées, finalement, se sont rendues compte que la somme de leurs couches hiérarchiques
avaient un impact finalement assez faible quand on était dans une configuration de travail un peu nouvelle. Et elles ont découvert que, après tout, le management par la confiance est plus pertinent, plus attendu, plus souhaité que le management par le contrôle. Mais comme si c'était une notion nouvelle. C'est une notion nouvelle qui n'est pas issue, comme vous le savez, de la crise Covid. Elle est issue d'un excellent livre qui sort dans les années 2000, qui s'appelle « La société de défiance ». Donc on le savait finalement, mais on n'avait pas de raison de le faire. Notamment en France, parce que nous avons vécu, pour le moment c'est plus le cas, mais pendant 40 ans, sous un régime de chômage de masse, donc avec un employeur qui avait le pouvoir qu'un employé ne l'avait pas. Ça s'est un peu inversé. Donc la notion de confiance, qui est apparue et qui maintenant semble absolument incontournable, mais en fait elle n'est pas apparue. On la connaissait depuis très longtemps, seulement on n'avait pas de raison objective d'écouter ce qui se passait. Mais ça grognait déjà dans les organisations. L'espèce d'obsession du reporting, du contrôle, de la non-subsidiarité, de l'intervention du chef dans le domaine du sous-chef qui intervient lui-même dans le domaine du sous-sous-chef, et puis finalement il intervient sur quelqu'un. Tous ces éléments-là étaient autant d'éléments qui venaient perturber le travail. Et vous voyez bien que ce sont des éléments qui n'ont pas d'impact sur l'environnement de travail. Et donc on passait notre temps à améliorer un environnement de travail, alors même que le sujet, c'était le management du travail, le fonctionnement du travail ou la qualité du travail. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui crée ou ce qui génère le plus de plaisir au travail, on le mesure avec le taux de fidélisation ou le taux d'attractivité de votre organisation, c'est la qualité du travail et non pas la qualité de ce qui l'environne. Je ne dis pas que ce qui l'environne n'a pas d'importance, mais que ce n'est pas ça qui génère de la motivation, ce n'est pas ça qui génère du plaisir au travail, parce que le plaisir au travail, il vient de la manière dont vous vivez votre travail et pas de la manière dont vous vivez ce qui entoure ce travail. La motivation, elle vient de là, la fidélisation vient de là. Alors vous avez vu qu'on évoquait beaucoup en ce moment le quiet quitting, vous savez, c'est ces gens qui vont finalement juste qu'on leur demande, ce qui d'ailleurs est un peu choquant, parce que le jour je discutais avec un patron d'entreprise qui me dit mais c'est quand même choquant ce truc-là parce que en fait les gens ne veulent pas faire plus que ce pourquoi on les paye. Je lui dis dans quelle mesure est-ce que votre phrase a du sens finalement, parce que je comprends pas, bon c'est un peu provoquant, je suis d'accord, mais sur le fond, le quiet quitting, c'est essentiellement ça. Alors on peut en déduire qu'ils ne sont pas motivés, machin, etc. Peut-être, mais en attendant, ce que je voulais dire à ce patron d'entreprise, c'était que c'était étonnant, parce qu'il avait du mal à recruter, comme tout le monde, il avait du mal à fidéliser, comme tout le monde, et donc il était un peu interrogatif, en disant, mais cette génération ne veut plus travailler, ne veut plus de ça, ne veut plus de cela. Et je lui dis, c'est quand même, votre raisonnement est quand même particulier. Rassurez-vous, on est toujours amis, hein, mais votre raisonnement est un peu particulier parce que, en fait, vous êtes en train de m'expliquer que vous constatez que dès que le marché du travail va mieux, la première réaction d'une partie des gens, c'est de s'en aller de chez vous, et vous en déduisez que c'est de leur faute. Peut-être qu'il faut vous poser la question à l'envers. Pourquoi est-ce que dès que le marché du travail va mieux, la première réaction d'une partie de vos collaborateurs, c'est quitter votre entreprise? C'est qu'ils n'y étaient pas bien. Ce n'est pas forcément qu'ils ont été chercher que l'herbe était plus verte ailleurs. Donc posez-vous cette question-là. Et du coup, on a pas mal regardé ce truc-là, et effectivement, on s'est rendu compte que les gens considéraient qu'ils n'étaient pas dans un état de qualité de travail. Et pour 3 raisons. La première, et elle est très importante, c'est qu'en fait, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient pas au sens intelligence, mais au sens de constatation, ils ne comprenaient pas en quoi ils étaient un élément indispensable de la chaîne de valeur. Ils ne savaient pas bien, finalement ils se disaient, si j'arrête de faire ce que je fais, il ne se passe pas grand-chose. Ça continue. Ça, c'est une première notion. Donc, où je me trouve, est-ce que je comprends ce que je fais? Est-ce que j'ai la conviction que ce que je fais a une utilité? Vous savez, on pose souvent la question, est-ce qu'il faut aimer son travail? J'ai l'habitude de répondre que je n'ai pas le sentiment que l'entreprise soit un lieu de sentiment, précisément. Donc la question, c'est l'utilité. Pas au sens mécanique du terme, mais est-ce que j'ai le sentiment profond
que le travail que je fais a une utilité. Et évidemment, si j'ai ce sentiment-là, immédiatement, ça génère ma volonté de vouloir bien le faire, puisque je sais que c'est utile. Et ça, c'est une première notion de plaisir. Ça génère de la fierté de ce que je fais. Première notion de qualité du travail. Deuxième notion de qualité du travail, est-ce que j'ai une vue claire de est-ce que ce que je fais, quel est l'impact sur celui qui me suit ou celle qui me suit, et l'impact sur celle ou celui qui me précède. Autrement dit, est-ce que je suis indispensable dans le système ? 1, est-ce que je suis utile ? 2, est-ce que je suis indispensable ? Et les entreprises qui ont fait ce travail-là découvrent qu'elles ont un taux d'absentéisme qui chute, simplement parce que les gens se rendent compte qu'ils ont, étant utiles et potentiellement indispensables, ils en deviennent irremplaçables. Et que par conséquent, comme ils ont une vue claire de ce pourquoi ils travaillent pour l'amont, ce pourquoi ils travaillent pour l'aval, ils savent bien que quand ils sont absents, ils vont impacter leurs collègues. Et donc, vous voyez dans ces entreprises, notamment certaines entreprises américaines qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, que le niveau d'absentéisme et le niveau d'engagement monte. L'absentéisme baisse et l'engagement monte. Ça, c'est la deuxième notion de qualité du travail. Et la troisième notion de qualité du travail, c'est est-ce que je dispose des compétences pour exercer mon travail, pour qu'il soit toujours indispensable et toujours utile. Et cette notion-là, elle est de la responsabilité des entreprises. Moi, je pense que la première responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de garantir l'employabilité de ses collaborateurs. Une entreprise qui ne formerait pas ses collaborateurs, ne passerait pas son temps à adapter leurs compétences à l'environnement qui change, etc., en fait, générera mécaniquement, d'abord, elle sera irresponsable vis-à-vis d'eux, parce qu'elle créera ce qu'on a appelé à un moment des exclus internes. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la notion d'exclusion, et c'est très bien, et que les entreprises, du coup, ont été mises sous pression, et à juste titre, pour travailler sur des politiques d'inclusion, mais elles génèrent, pour certaines d'entre elles, des exclus internes, c'est-à-dire des gens dont, finalement, plus personne ne s'occupe jamais. On ne les forme plus, on ne leur dit même plus si ce qu'ils font a une utilité quelconque, ils sont là. Et puis, à l'occasion d'une crise économique ou autre, on les met dehors. Ou alors, on leur crée des conditions de départ, et vous avez vu, c'est l'actualité du moment, tout le débat qu'il y a autour de l'emploi des seniors, etc. Donc ces trois notions-là, elles viennent évidemment, de mon point de vue en tout cas, relativiser considérablement les conditions dans lesquelles on atteint le plaisir au travail. Et ce n'est probablement pas à cause de cet environnement. Certes, l'environnement joue, mais pas du tout. C'est essentiellement à cause de la conscience qu'on a ou pas du fait que le travail que nous faisons est un travail de qualité et qu'on a une conscience de la qualité du travail qu'on exerce. La motivation vient de là. Alors évidemment, une fois que vous avez dit ça, vous dites, bon, très bien, on prend ce truc-là, admettons que ce soit vrai, mais comment on fait, en fait, pour réussir à aborder tout ça ? À ce moment-là, se repose, une notion que j'ai évoquée tout à l'heure, la notion de l'organisation, de management de l'entreprise, et notamment le sujet de la déhiérarchisation. La déhiérarchisation, ce n'est pas une espèce d'organisation anarchique de l'entreprise, où tout le monde décide de tout, ce qui consiste finalement à ne décider de rien. Vous savez qu'il y avait un homme politique qui avait dit que quand tout le monde pense la même chose, c'est que plus personne ne pense quelque chose, ce qui est assez vrai, c'est pareil pour Donc la déhiérarchisation, c'est pas ça. La déhiérarchisation, c'est réduire le nombre de couches. Tout simplement parce que si vous ne réduisez pas le nombre de couches, alors vous n'arrivez pas à responsabiliser les gens, puisque vous découpez l'activité en autant d'échelons qu'il y a d'échelons hiérarchiques. Ce qui fait que chacun se retrouve avec, finalement, une toute petite action à mener, et donner du sens à une toute petite action, c'est extrêmement compliqué, finalement. Ou donner du sens, ou donc avoir appliqué à cette petite action les trois éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Parce que du coup, on est un bout du maillon de la chaîne de valeur. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Et vous savez que la résistance d'une chaîne repose sur son maillon le plus faible. C'est le principe. Donc, il faut se poser la question de la déhiérarchisation dans les organisations, tout simplement parce que c'est la meilleure manière d'atteindre le bon modèle, de mon point de vue, qui est celui de la subsidiarité. Et quand vous regardez, il y a un modèle de management qui est vraiment intéressant à observer, c'est celui de l'armée. C'est curieux, parce que l'armée, on se dit, bon, l'armée, hiérarchie, l'armée, elle a de la discipline, elle a de la hiérarchie,
mais elle a un niveau de subsidiarité absolument considérable. Moi, j'ai eu la chance, entre la Massif et L'Oréal, j'étais partenaire au BCG, au Boston Consulting Group. Vous connaissez peut-être le nom, qui est un très gros cabinet de conseil américain, qui est dans les top 2. Donc vous avez McKinsey d'un côté, qui gère ses relations avec le gouvernement, et de l'autre, vous avez le BCG. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'était que mon voisin de bureau, c'était le général de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées. Et donc, comme on était voisins de bureau et qu'on avait un peu de travail, du coup, on discutait très souvent tous les deux. Et donc, c'est comme ça que j'ai, par son intermédiaire, découvert le modèle de fonctionnement managérial de l'armée. Et du coup, après, j'ai eu la chance d'intervenir au CFMD, qui est le Centre de formation de management de la défense, donc j'ai un peu creusé le sujet. Et vous vous rendez compte qu'ils ont trouvé une sorte de parfait équilibre entre la hiérarchie et la subsidiarité. C'est-à-dire que vous avez une hiérarchie évidente, des officiers, sous-officiers, mais finalement, chacun a un terrain de jeu dans lequel personne au-dessus de lui ne s'autorise à intervenir. On dit le cadre de jeu est donné. À l'intérieur de ce cadre de jeu, la personne est totalement libre d'exercer son travail et jamais sa hiérarchie n'intervient dedans. L'armée a une autre force, c'est que, comme elle est un système promotionnel, chacun a plus ou moins, un jour ou l'autre dans sa vie, exercé le métier du précédent. Donc ça aide parce qu'on connaît sa réalité. Mais le plus important, c'est pas ça. Et ça, les entreprises, c'est pareil, mais n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire qu'elles donnent un cadre de jeu, et à l'intérieur, le manager de ce cadre de jeu n'intervient jamais dans ce cadre de jeu. Parce qu'il part du principe que la personne sait le faire. Et il part du principe, donc, qu'il peut faire confiance à la personne pour exercer son métier dans ce cadre de jeu. C'est la première vertu. La seconde vertu, c'est que la personne qui est dans ce cadre de jeu sait que si elle en sort, elle sera sanctionnée, parce qu'on lui a donné un cadre de jeu. Donc, elle sait pourquoi. Et puis, la troisième vertu, qui est presque, de mon point de vue, la plus importante, c'est que si elle est dans son cadre de jeu, si elle respecte les règles, mais que si ça se passe mal, elle sera couverte. Autrement dit, elle sera protégée, parce qu'elle ne sera pas sortie dans le cadre de jeu. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Or, malheureusement, dans beaucoup d'organisations, la subsidiarité, elle n'est pas respectée. Et tout le monde intervient dans le champ de tout le monde, ce qui consiste à brouiller les pistes, finalement à ne plus savoir ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Ça génère du blocage. À ne plus savoir si je fais ça, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Si je fais ça, est-ce qu'il ne va rien m'arriver du tout? Ça génère de l'inconstance de la décision. Vous avez peut-être déjà vécu ça, je ne sais pas, où vous vous dites, il y a une décision qui est prise, mais en fait, statistiquement, on est lundi, a priori, mercredi, elle va changer. Ou jeudi. On ne sait pas trop, mais elle va changer. Tout simplement parce que tout le monde passe son temps à intervenir dans le champ d'en dessous. Donc, il y a un moment, il y a une remise en cause. Et cette notion-là, elle est, de mon point de vue, si vous additionnez la qualité du travail et la subsidiarité, c'est-à-dire, je sais ce que je fais, je sais que ce que je fais est utile, et je sais que j'ai les compétences pour l'exercer, et enfin, que j'ai la confiance de ma hiérarchie pour le faire, alors vous arrivez dans la notion de plaisir au travail, tout simplement. Parce que vous avez l'encadrement nécessaire. Vous avez le terrain qui est connu, et donc c'est de là que viennent la capacité d'innovation ou autre. Tout ça pour dire que cette notion de plaisir au travail, on se rend bien compte qu'elle vient du travail lui-même, et pas de son environnement, finalement. Alors, l'impact de management pour les responsables d'établissement que vous êtes, c'est évidemment une sacrée remise en cause. Je ne sais pas que c'est le cas chez vous, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'accepter de dire « je n'interviendrai pas dans tel champ de tel métier, et pourtant je connais ce métier, et pourtant je pense que j'arriverai presque mieux à le faire ». Moi, je trouve que les bons managers, quand ils sont nommés, par exemple, à une responsabilité, et qu'ils ont en dessous d'eux des gens qui exercent la responsabilité qu'ils exerçaient avant, leur meilleur réflexe, c'est d'aller chercher quelqu'un de plus fort qu'eux pour exercer cette responsabilité. Parce que sinon, ils passent leur temps à intervenir. C'est vital, en fait. Ils passent leur temps à bouger. Et ça génère une espèce de cascade de démotivation, d'un plaisir au travail relatif. Parce que si vous avez un travail et que vous avez le sentiment que, un, on peut intervenir constamment dans ce que vous faites, deux, qu'on passe son temps à mettre en place des systèmes de contrôle et de reporting pour contrôler ce que vous faites, et que trois, finalement, vous ne savez jamais vraiment jusqu'à quel point vous pouvez faire les choses ou pas les choses, il y a un moment où le plaisir disparaît quand même.
Parce que vous gérez plus de contraintes, de contradictions, d'injonctions paradoxales que le travail que vous faites. Et vous devez plus passer de temps à gérer tout ce qui se passe autour de vous plutôt que le cœur du travail lui-même. Donc le plaisir au travail, il va venir plutôt de là, et pas tellement de tout ce qui l'entoure. Évidemment, les notions, j'évoquais tout à l'heure bonheur au travail, les notions relatives à la table de ping-pong, la fête, la soirée, le machin, tout ça c'est important, ça crée du lien. Mais la qualité du travail, ce n'est pas une affaire de lien, c'est une affaire de faire mon travail. Et la déhiérarchisation, en fait, elle force à la confiance, elle force à la subsidiarité, elle force à tout ça. Et ça, ce sont les sources du plaisir au travail. Et, coup de chance, ça correspond très exactement à ce que la nouvelle génération souhaite. Moi, j'observe, même chez L'Oréal, des gens qui me disent « Mais moi, je ne suis pas du tout intéressé par l'évolution pyramidale de ma carrière, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de passer de projet à projet, travailler en transversal, être un petit peu plat, et pour travailler avec plein de gens. Vous savez que le premier outil de communication interne dans une entreprise, c'est WhatsApp, en fait. Autrement dit, c'est des dizaines de boucles WhatsApp qui tournent chez vos collaborateurs, tout à fait indépendamment de la formidable organisation que vous avez imaginée. Et dont vous imaginez d'ailleurs qu'elle fonctionne. Mais en fait, non, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. On peut pas... Donc, ça, c'est une notion qui est relativement importante et qui est difficile, parce que, évidemment, on a l'impression qu'elle remet en cause l'autorité, finalement. En fait, elle ne remet en cause que l'autoritarisme. Et dernière notion, je finis, parce que sinon notre camarade va me rappeler à l'ordre, et moi j'ai peur, c'est ce que me disait le général de Villiers. Il me disait, c'est curieux, parce que quand on nomme des managers, on s'interroge sur leurs compétences, très bien, sur le management, très bien, sur leur profil personnel, etc., très bien. On ne s'interroge jamais sur la légitimité qu'ils ont aux yeux de leurs équipes. Et pour lui, et je suis d'accord avec cette notion, puis je l'ai observé depuis, et c'est ça qui générera la déhiérarchisation, la subsidiarité, finalement, le respect, et donc la génération de la qualité au travail, c'est que la meilleure des nominations, c'est celle qui ne surprend personne. Autrement dit, c'est celle où on dit, pas de doute, c'était le meilleur. Parce que la légitimité, votre légitimité, vient beaucoup plus de celle que vous donnent vos équipes, ou que me donne la mienne d'équipe, que de la non-nomination et du galon qu'on vous a donné. Et la nouvelle génération, elle est très comme ça. Et comme elle a repris le pouvoir, de manière du fait du marché du travail qui s'améliore, elle impose ce schéma-là. Et pour conclure, vraiment promis, c'est ma dernière phrase, un jour, toujours ce patron de boîte que je ne vous citerai pas, par charité, me dit, tu te rends compte, il y a un gars l'autre jour qui m'a dit, écoutez, moi je vais partir de chez vous parce qu'il y a 10 boîtes qui rêvent de moi et qui sont prêtes à mieux me payer. C'est quand même incroyable de se comporter comme ça. Et je dis, mais toi, ou tes équipes, combien de fois tu as dit à des gens, mes chers amis, si vous ne vous plaisez pas ici, il y a 10 personnes qui rêvent de cette boîte. Le système s'est inversé. Et que de toute façon, la génération qui monte, c'est de la mathématique, est toujours plus puissante que la génération qui descend. Ce que je veux dire par là, c'est que s'intéresser au plaisir au travail, c'est garantir la qualité du travail. Et ce n'est pas l'inverse. Et par conséquent, les environnements de travail ont leur importance, mais le sujet du plaisir, il est fondamental parce qu'il vient de la qualité de l'individu et de la qualité du travail que forme l'individu. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin dans les respects de délai. Merci beaucoup. Je vous invite à me rejoindre. C'était extrêmement dense, extrêmement instructif. Je propose qu'on passe directement, j'ai plein de questions à vous poser, mais priorité à la salle. On va faire circuler des micros pour recueillir de premières questions. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent là? Bon, vous êtes encore dans l'after de la soirée d'hier, on dirait. Le principe de la première question, c'est que vous passez directement à la deuxième. Voilà, on passe à la deuxième question. Et la deuxième, c'est moi qui vais vous la poser. Vous avez dit que l'entreprise est garante finalement de l'employabilité de ses salariés. Est-ce que d'une certaine manière, on peut dire qu'elle est aussi garante indirectement ou directement du plaisir, du bonheur de ses employés? Alors, en fait, je ne sais pas si elle en est garante. Je sais qu'elle n'en est pas responsable. Parce qu'évidemment, si on prend les deux notions, si on prend le bonheur au travail ou le bonheur de ses salariés, je trouve que c'est un petit peu prétentieux de la part d'une organisation de dire qu'elle va s'occuper du bonheur des gens. D'abord, chacun a sa propre définition. En plus, c'est extrêmement influencé par tous les éléments qui sont en dehors de l'entreprise. Puis enfin, on ne peut pas tenir l'entreprise absence de tout. En revanche, elle a un intérêt à garantir le plaisir au travail de ses collaborateurs, parce que c'est ça qui génère la motivation et l'engagement. Donc elle a un intérêt à le faire.
je ne sais pas si elle a une responsabilité, mais elle a clairement un intérêt à le faire. Ça ne fait pas partie de la RSE, mais en tous les cas, c'est dans ses intérêts même. Non, ça fait, vous savez, la RSE, c'est intéressant, la RSE, parce que la RSE, sous l'effet des réglementations européennes, etc., en fait, elle a une espèce de jambe très très grosse qui s'appelle le E, et une jambe très très petite qui s'appelle le S. Or, les conséquences, ce que j'ai essayé d'évoquer, puisque vous pouvez voir vous-même, fait que il y a une demande très forte de S, en fait. Et qu'il faut rééquilibrer les deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les deux, hein, mais il faut rééquilibrer les deux. Et que la nouvelle génération qui monte, moi je les vois pas mal, chez L'Oréal on a pas mal de jeunes, en fait ils ne supportent plus l'incohérence entre l'acte et le discours. Ils ne supportent plus de dire, en fait, vous voulez sauver la planète, mais moi, vous ne me sauvez pas, finalement. Et ça, je l'ai vécu, c'était il y a plusieurs années, quand j'étais DRH de Leroy Merlin. Il y avait le DG, qui était un type formidable, qui fait tout un speech devant des chefs de secteur en disant il faut sauver la planète, etc., etc. Il y en a un qui lève la main et qui dit ça fait 6 mois que j'attends un tire-palette électrique, est-ce que ça t'embêterait pas de sauver mon dos avant de sauver la planète? Et en fait, c'était extrêmement vrai. Moi, j'étais marqué par ça. Et vous savez qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, on a retrouvé une formule qui était la fin du mois contre la fin du monde. Et ben, le S et le E, c'est gérer cette espèce de contradiction. Et puis, il y aurait aussi peut-être un risque de dérive paternaliste, un peu comme on veut régenter un petit peu tous les plaisirs, tous les aspects de la vie des salariés, et puis le jour où le salarié nous quitte, il n'a plus rien. Je pense qu'on est sur un nouveau paternalisme. Le paternalisme, c'est pas nouveau, hein, ça date de la fin du XIXe siècle, sûr, Michelin, les mines, etc. Et là, c'est Google. Mais en fait, à l'époque, c'est un paternalisme qui visait compenser les carences de l'État. Là, aujourd'hui, l'État ruiné transfère ses responsabilités vers les entreprises, en disant que ce sont elles qui vont payer, sans pour autant baisser ses cotisations sociales, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il demeure quand même que, effectivement, c'est dangereux. Vous savez ce qu'on appelle les golden handcuffs, donc les menottes d'or. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2-3 ans, Facebook aux États-Unis avait organisé un truc comme ça. Il y avait le village Facebook, donc quand vous rentrez chez Facebook, vous aviez la maison Facebook, l'école Facebook, le vélo Facebook, la voiture Facebook, enfin bref. Résultat des courses, quand vous perdiez votre boulot, vous perdiez la voiture, l'appartement, le truc, le machin. Donc il faut faire attention à ça. Et en plus, je pense que ça, les gens sont un peu en retrait. Vous savez, il y a une étude qui a été montrée que les crèches, aujourd'hui, étaient très remplies autour des entreprises et moins autour des... c'est l'inverse aujourd'hui. Avant, elles étaient remplies autour des entreprises. Maintenant, elles sont de nouveau remplies autour de la maison. Exactement. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Ouais. C'est comme la fameuse salle de sport. Des jeunes qui vous disent, mais moi, j'ai pas besoin de salle de sport. J'ai besoin que tu me donnes une organisation du travail qui me permette d'aller dans ma salle de sport. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette espèce de paternalisme, à mon avis, il est un peu voué à l'échec parce qu'il n'est pas attendu, finalement. Alors, je ne sais pas si depuis tout à l'heure... Ah, si, quand même, un courageux ou une courageuse. Je ne vous vois pas très bien. Oui, merci pour cette intervention. Quelle serait votre analyse par rapport au malaise des profs dont on parle beaucoup aujourd'hui et justement la question du plaisir au travail? Alors, je connais évidemment beaucoup moins bien ce métier que vous et j'en ai plus été la victime que... Non, mais non, moi je crois... Enfin, vraiment, je pense que sur... C'est brésilien pour une victime. Hein. Non. Ouais. Je pense que je serais... Moi, quand je regarde, mes enfants sont grands maintenant, mais je regardais un petit peu, je trouvais... Alors, mes enfants étaient plutôt dans l'enseignement privé, comme moi, puis à un moment, quand on était en Russie, c'était un enseignement public, parce qu'ils étaient le lycée français de Moscou. Mais on voit quand même que... Je ne suis pas certain que la subsidiarité s'applique dans l'éducation nationale. Je veux dire, par là, c'est qu'il y a un certain nombre de trucs qui vous tombent dessus, qu'on vous demande d'adapter, d'organiser, et par conséquent, il y a une espèce de mal-être, finalement, parce que nul mieux que le prof ne connaît ses élèves, les besoins qui sont les siens, etc. Donc je pense qu'il y a un malaise autour de ça, il y a aussi un malaise autour de la reconnaissance. Je ne l'ai pas du tout évoqué, mais ne perdons pas de vue quand même que le premier critère de mouvement d'un salarié d'une entreprise à une autre, c'est la rémunération. Alors justement, est-ce qu'on peut préciser, Oui. Est-ce qu'il existe un lien entre plaisir et rémunération? Non, enfin oui, sans provoquer de... Ou déplaisir et non, absence de rémunération. Comment vous dire les choses poliment? La rémunération, c'est un plaisir fugace. Ouais. Vous voyez? Moi, j'ai toujours constaté que quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, si vous ne m'augmentez pas, je m'en vais. Évidemment, la première action des gens, c'est le faire. Mais il part quand même. Parce que la motivation qui a été la sienne à venir vous voir, vous dire s'en aller, elle ne vient pas de l'argent.
Et si vous lui donnez X de plus, il s'habitue. Et les causes qui, finalement, lui avaient fait venir vous voir pour s'en aller, et dont il ne savait pas trop planter le truc, donc il a dit c'est parce que vous ne payez pas assez, réapparaissent. Donc je ne crois pas qu'il y ait une notion considérable entre la rémunération et le plaisir. C'est sûr que ça aide, mais c'est pas... Vous savez, Coluche, qui était un très bon philosophe du travail, là pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord, mais la fortune était assez juste, il disait les gens n'ont pas besoin de travailler, ils ont besoin d'argent. Oui, ça va un peu à l'encontre de Mais ce que vous dites. Vous avez, mais il a bon ajouté mot. derrière, oui. Déjà le travail c'est pas marrant, si en plus il faut s'y emmerder. Voilà, exactement. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que la rémunération et le plaisir ont un lien relatif. Et est-ce il existerait une corrélation entre le niveau de compétence ou de responsabilité et le plaisir? En gros, est-ce que je suis un ouvrier affecté à une tâche répétitive toute la journée, je serai par nature privé de plaisir au travail, alors que quelqu'un avec une tâche hautement intellectuelle s'éclaterait forcément tous les matins. Moi, je pense qu'il faut être assez prudent avec ça. Je l'ai vécu, alors je comprends qu'on a une tâche répétitive dans une usine, je ne suis pas sûr qu'il y ait un plaisir immense à le faire. En revanche, expliquer en quoi, essayer d'améliorer et faire confiance à la personne pour améliorer la manière dont on fait. La tâche, si vous regardez une tâche d'usine, il y a 20 ans, une tâche d'usine aujourd'hui, c'est plus la même. Entre les deux, il s'est passé quelque chose. On a amélioré les technologies, on a amélioré la posture, on a amélioré beaucoup de choses. Tout ça pour dire que, est-ce qu'on a associé la personne, l'expert, à ça? C'est pas évident. Donc ça, en revanche, vous pouvez générer. Puis j'ai eu une expérience. Vous savez, quand j'étais derrière Leroy Merlin, si vous êtes tous des clients de Leroy Merlin, j'espère, et donc, même si je ne suis plus actionnaire, mais quand même, il y avait ce qu'on appelle les vendeurs libre-service. Donc c'est ceux qui, vous savez, c'est les clous, les vis, les machins, les trucs. Et en général, on disait, c'est quand même un métier de base, il faut mettre les clous au bon endroit. Et en fait, vous vous rendez compte que ces personnes, qu'on a travaillé sur ce sujet, sont des incroyables experts, finalement. Et que ça les éclate, non pas de rentrer des trucs de clous, mais ils connaissent tout par cœur, et du coup, vis-à-vis du client, ils sont extrêmement importants, parce que eux, ça les intéresse d'expliquer aux clients qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas de métier, tout est relatif, mais il n'y a pas de métier où les gens ne peuvent pas prendre du plaisir à l'exercer. En revanche, il ne faut pas imaginer que parce que vous êtes côté intellectuel, alors vous avez du plaisir, et côté physique, alors vous n'en avez pas. Je pense que ce n'est pas si simple que ça. Moi, je connais des tas de cadres administratifs qui s'emmerdent à mourir, quoi. Et pourtant, vous voyez. Donc, je ne pense pas que cette notion tous, je crois, mais enfin, entre en ligne de compte. Je ne suis pas sûr de ça. Ouais. Après, il faut relativiser. Alors, on a une question qui nous attend. Bonjour. Anthony Housset, chef d'établissement depuis 3 ans. Lorsqu'on devient chef d'établissement, on reçoit une mission, bien sûr, et puis des équipes. Et on arrive avec ce principe de subsidiarité qui est parfois un peu peut-être mal compris par des équipes installées depuis longtemps. Est-ce que vous auriez quelques conseils ou précautions à nous partager pour éviter peut-être d'avoir des retours de le directeur est dans l'indifférence, il regarde plus ce qu'on fait, il ne demande plus qu'on ait le double des mails qu'on envoyait avant, des choses comme ça? D'abord, moi, ça, je l'ai vécu, je vais vous parler plus de mon expérience, je l'ai vécu en Russie. Quand je suis arrivé chez Leroy Merlin en Russie, donc Leroy Merlin en Russie, c'était en 2006 300 personnes, en 2012 12 000 personnes. Donc on a une petite croissance. Et le modèle de management russe, il est assez vertical. D'ailleurs, ça a été théorisé par Vladimir. Et donc, je réponds à votre question parce que quand on est arrivé, le modèle, alors j'étais chez Leroy Merlin à l'époque, Leroy Merlin, il est très peu hiérarchisé, il est très subsidiaire finalement. Et donc, moi, les Russes m'engueulaient. Ils disaient, non, mais c'est pas à nous de décider ça, c'est pas à nous de ceci, cela. Et en fait, je les ai forcés à le faire. En leur disant, de toute façon, ne comptez pas sur moi pour faire votre boulot. Donc, vous allez le faire. Donc, je pense que c'est une affaire de constance. Mais c'est intéressant, votre question est très intéressante parce qu'il ne faut pas confondre la subsidiarité et le désintérêt. Ce n'est pas ce que vous faites, hein. Mais souvent, c'est compris comme ça. Les gens disent, puisqu'il ne s'occupe plus de venir m'embêter dans mon champ de manœuvre, c'est qu'il ne s'y intéresse pas. On peut très bien s'intéresser à un champ de manœuvre sans pour autant venir intervenir dedans. Et je pense que c'est ça qui est difficile à trouver. C'est dire, mais ce n'est pas parce que je n'interviens pas dans votre champ de responsabilité que je ne m'y intéresse pas.
Et la meilleure des réponses, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure, c'est rappeler à la personne que si elle ne fait pas bien les choses, alors elle abîme toute la chaîne. Et vous, votre responsabilité, c'est la chaîne. Ce n'est pas chacun des trucs. Mais je pense que c'est de la constance. Mais là où vous avez raison, c'est difficile parce que vous avez des milliers de gens qui n'ont pas été habitués à ce modèle-là. Parce que ce modèle-là, il n'a pas été poussé pendant des années dans des dizaines et des dizaines d'organisations, les vôtres comme d'autres, sans doute. Mais je crois vraiment que d'abord, la génération qui monte, elle attend ça. Donc elle sera beaucoup plus réceptive à ce genre de choses. Et puis l'autre point, vous savez, il y a eu tout un débat depuis quelque temps sur le fameux partage de la valeur. Alors vous êtes sans doute moins concernés, mais ça vient du fait que depuis 10-15 ans, on s'est rendu compte quand même qu'on ne pouvait plus diriger les gens comme avant, donc on a évolué. Et donc il y a des modèles de management qui passent leur temps à associer les gens à la définition d'une stratégie. Et tout le monde semble surpris qu'une fois qu'on a participé à une stratégie, que cette stratégie fonctionne, on revienne en disant puisque je vous ai aidé à définir cette stratégie qui vous rapporte beaucoup d'argent, ça serait pas mal que ça me rapporte à moi-même. Et donc la subsidiarité, c'est ça aussi. C'est associer les gens en fait. Associer les gens pour l'expertise qu'ils ont chacun dans leur métier. Moi, il n'y a pas mieux qu'un comptable pour m'expliquer comment on peut faire évoluer un logiciel comptable. Moi, j'en suis absolument incapable, je ne comprends rien. Mais en revanche, mon job à moi, c'est lui permettre de s'exprimer et lui permettre et faire en sorte d'organiser les choses pour que ce que le comptable dit soit tenu compte par le prestataire informatique qui va nous pondre le truc, quoi. Et trop souvent, ça vient de là-haut, et le comptable, quand vous lui louez le logiciel, il dit « mais ça ne marche pas ton truc ». Parce que la vraie vie, c'est pas comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc je pense que c'est plutôt ça, mais il faut de la constance. Mais surtout, avoir en tête qu'on est responsable de la chaîne et pas de chacun de ses maillons. Juste une petite question. Vous avez évoqué votre expérience en Russie avec un environnement et des méthodes de management un peu différentes. Est-ce que la notion de plaisir, de plaisir au travail et l'importance qu'on peut y accorder varie suivant les pays, les zones géographiques? Est-ce que c'est universel ou est-ce que c'est un caprice de gosse un peu gâté? Non, il y a deux choses. La première, en fait, j'avais la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Turquie, la Grèce. Vous voyez, c'était 5 pays très différents. La notion de plaisir au travail, elle pouvait s'exprimer d'une manière différente. Mais ce qui en faisait le fond était à peu près le même. Et d'ailleurs, même en Russie, où tout d'un coup on a réussi à donner la responsabilité à gens, finalement, ils trouvaient ça génial. Et on avait le taux de turnover le plus faible des entreprises internationales en Russie. Parce qu'à l'époque, 2006-2008, donc avant la crise, il n'y avait pas de chômeurs en Russie. Tout le monde avait un boulot. Donc les gens, c'était extrêmement glorieuse, quoi. Tout le monde changeait de boulot en 10 minutes. Donc il y avait ça. Donc j'ai pas vu de... Vous savez, je pense qu'il y a une chose, en revanche, qui est universelle, c'est que avoir ces modèles de management plus ouverts, plus libéraux, plus fondés sur la confiance, c'est quand même la traduction du respect qu'on a de l'individu. Et respecter quelqu'un, ça marche dans tous les pays du monde, en fait. Vous voyez ? Je pense. Une question. Oui, Daniel Préto, Le Mans, merci pour votre intervention. Le Mans, j'habitais là-bas pendant 8 ans. Ah, quelle chance. Je ne sais pas. Oui. Si, il faut le dire. Pardon, excusez-moi, monsieur. Non, on n'était que deux. Non, au début de votre intervention, vous avez pas mal parlé du avant crise pandémique, après, avec la relation télétravail. Et puis tout à l'heure, vous parliez, suite à question, sur les tâches répétitives. Est-ce qu'on peut prendre du plaisir sur les tâches répétitives en usine? Et dans les éléments que vous avez partagés sur le plaisir, vous n'avez pas parlé du lien social. Et il me semble, en usine, pour connaître pas mal de personnes qui travaillent en usine, ce qui leur a beaucoup manqué et finalement ce qui leur a donné envie de retourner au travail, c'était de retrouver les collègues. Donc, oui, ça fait pas partie. Je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure, mais vous avez raison. On a aussi découvert que l'entreprise avait un rôle de lien social très important. Mais la limite de l'exercice, c'est quoi? C'est que les gens... Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à revenir parce que ça allait perturber leur mode de fonctionnement qu'ils avaient adopté, qu'ils trouvaient pas mal. En même temps, leurs collègues leur manquaient, en quelque sorte. Mais moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens sont plus ou moins en train de revenir. La plupart des boîtes ont 2 jours de télétravail, peu importe. Les gens reviennent. Mais vous en avez aussi qui disent « mais moi, je veux pouvoir revenir quand je veux, parce qu'il y a certains jours, en fait, ça ne sert à rien que je revienne ». Mais là où vous avez raison, c'est que l'entreprise constitue un lien social. C'est quand j'ai évoqué mes boucles WhatsApp, c'est ça le lien social, en fait. C'est pas le lien d'organisation, vous voyez ce que je veux dire? C'est un lien que les gens se créent, finalement, entre eux, indépendamment de tout. Ils se voient en dehors, ils ne se voient pas en dehors, ça dépend. Mais vous avez raison, le lien social a son importance. Moi, j'ai réglé beaucoup plus de problèmes à la machine à café que dans une salle de réunion. Mais il ne faut pas croire que parce que le lien social, alors les gens sont contents de venir 9h à 18h. Ce n'est pas tout à fait la même chose, en fait. Voilà, mais je suis d'accord avec vous.
Une toute dernière question de la salle. Alors, bonjour, merci de votre intervention. Le corollaire de la liberté et de pouvoir avoir son précaré dans lequel on est autonome, et c'est la responsabilité. Comment est-ce qu'on peut associer et trouver cet équilibre délicat entre laisser libre le collaborateur qui, dans son champ d'action, doit pouvoir être autonome et aussi inventif qu'il le souhaite, tout en lui donnant le sentiment d'être protégé et donc de ne pas devoir assumer seul ou complètement la responsabilité de la liberté qu'il aura pu exercer. Oui, Grande question dans l'éducation. Ça. Pardon, non, c'est une grande question dans l'éducation. Je suis d'accord. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une formule assez juste qui était que le mot qui répond à problème n'est pas coupable, c'est solution. Et je crois que c'est un modèle de management. Très souvent, je ne sais pas si c'est le cas dans votre cas, mais quand quelque chose se passe mal, la première action des gens, c'est de trouver un coupable, en fait. Alors que le problème, c'est trouver une solution, c'est pas trouver un coupable. Après, il faut savoir tirer les conséquences des choses. On peut éviter les problèmes aussi. Ce qui est dit là, oui, c'est que en fait, on peut avoir un modèle de subsidiarité. J'aurais envie de dire que pour les enseignants, c'est souvent une subsidiarité de fait, parce qu'une fois qu'on a fermé la porte de sa classe, on est assez libre. Mais qu'ensuite, effectivement, se pose la question des comptes, non pas des comptes, mais de la responsabilité qu'on peut assumer ou pas. Oui, mais je voulais arriver à ça, c'est-à-dire que le fait que vous ayez un champ d'intervention, que vous soyez autonome et innovant en champ d'intervention, ne vous exonère pas de la responsabilité de bien le faire fonctionner, si tu veux, et donc de rendre des comptes. Ça n'a rien à voir. Le fait de rendre des comptes, c'est compatible avec le fait d'être responsable. Être responsable, c'est pas être anarchique dans sa zone. C'est dire, j'ai ma responsabilité de faire ça, je dois bien le faire parce que ça a un impact sur la chaîne de valeur, j'évoquais tout à l'heure. Et en revanche, il est normal que je rende des comptes sur le fait que je l'ai fait. Ça, c'est pas de l'intervention managériale, c'est de la structure, en fait. C'est assez différent. Il ne faut pas se tromper, peut-être que j'étais pas clair tout à l'heure. Dire que c'est pas, il ne faut pas intervenir pendant l'action, mais en revanche, on peut demander des comptes de l'action. Ça, c'est pas choquant. Ce qui choque les gens, c'est quand on vient remettre en cause leurs compétences, leur expérience, leurs convictions, ce que vous voulez, en intervenant pendant l'action. Le manager, il est là pour faire les actions, il n'est pas là pour les faire. C'est le fameux faire, faire et faire, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, je pense que c'est... Alors, je pense que c'est pas toujours possible. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si on ne tend pas vers ce genre de modèle, alors ce sera jamais possible. Autrement dit, vous savez, quelquefois, on explique qu'on met en place des dispositifs de contrôle pour se protéger des 5 à 10% de mauvais joueurs dans une entreprise, qui consiste à emmerder les 90 autres, qui, eux, n'ont pas besoin d'autant de contrôle. Mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est parce qu'à certains endroits, il n'y a pas de subsidiarité possible, alors on s'interdit de la mettre en œuvre de manière générale. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'en ai pas d'autres, de toute façon. Bon, ça tombe bien, parce qu'on est pris par le temps. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir pris part à cet échange très, très riche. Bien,